qui est utile à beaucoup l'emporte sur les désirs du petit nombre. Petit préambule, désolé pour ma voix qui est complètement cassée par un rhume qui ne part pas. La plupart des avaries causées par les combats ont été réparées et nous sommes presque chez nous. Comment ne pas fantasmer sur un film qui va nous donner tout le space opéra dont on rêve, surtout sur un Star Trek. Seulement 2 ans après, on y retourne enfin avec à la barre du vaisseau notre cher Monsieur Spock, Leonard Nimoy, persuadé de ne jamais revenir après la mort tragique de son personnage qu'il avait joué avec la plus grande émotion. J'ai toujours été, et je ne cesserai jamais d'être, votre ami. Il ne s'attend pas au coup de fil que les producteurs vont lui donner et qui lui annonce que le public veut tellement son retour que c'est pour cela qu'ils ont rajouté un dernier plan à la fin du 2, celui de son cercueil sur Genesis. Il se rend à l'époque dans un cinéma et c'est en voyant la réaction du public, la mort de Spock, qu'il comprend qu'il doit revenir. Cette fois, nous avons payé le bal avec notre sang le plus cher. Lui ayant toujours refusé de réaliser un épisode de la série télé, alors qu'il y tenait fermement, comme à William Shatner aussi, il aura la possibilité de réaliser ce 3e film, un honneur pour lui. Il faut donc trouver une manière de faire revenir Spock tout en donnant un film spectaculaire, la planète Genesis passant d'une tempête de neige à celle de feu avec volcans et lave et les combats stellaires impressionnants, mais surtout une suite qui faisait l'essence même de la série, les personnages. Rendez-vous, jetez vos phaseurs. Ce sera donc une suite directe au 2, comme le 4 sera celle du 3. Les Trekkies se réjouissent du titre, leur Vulcain préféré va revenir à la vie, on ne sait pas comment. Nicolas Meyer, un réalisateur du second opus, refuse le projet, trop de changements sont faits sans son accord. Feu, Monsieur Scott. Comme sur le 2, la colère de Khan, c'est Industrial Light and Magic qui va s'occuper des superbes et impressionnants effets spéciaux sous la direction du grand Ken Ralston. Des storyboards vont être effectués et supervisés par Ralston et Nimoy afin d'être prêts pour les 49 jours de tournage et réussir le film pour 19 millions de dollars de budget. Il sort le 1er juin 1984 aux États-Unis et bien sûr, n'oublions pas à l'époque, c'est un fait, il faut attendre chez nous février 1985, l'attente est longue. Toute puissance, tout au pulseur. Pire, il va sortir aux États-Unis en même temps qu'Indiana Jones et le Temple Maudit, Gremlins, SOS Phantom et Top Secret. Rude concurrence. Il réussira quand même à récupérer 87 millions, de quoi s'engager sur une suite, sauf en France, où seulement 108 669 entrées, dont votre serviteur, se feront plaisir, je parle bien sûr visuellement. Opérationnel, commandant. Transfert commencé. Nimoy n'est pas avare en interview, il est fier de son film et a raison de l'être. Il connaît bien le sujet à fond. Il attend de devenir réalisateur depuis la série donc, mais les producteurs ne veulent pas prendre le risque ni pour lui, ni pour Shatner. 18 ans après, c'est enfin le cas pour le cinéma. Harvey Bennett, producteur du film et scénariste aidé par Leonard Nimoy, lui n'hésite pas à lui refiler le bébé. Son contrat de 3 films avec la Paramount était explicite. Il joue ou pas dans les films, il est payé quand même. Ne voulant pas être payé à ne rien faire, il décide de se proposer comme réalisateur. 5 minutes après l'avoir proposé, ce fut un oui généralisé. Monsieur Scott. Oui. Les portes, Monsieur Scott. Oui, j'y travaille, amiral. Après s'être sacrifié pour l'équipage, donc c'est l'équipage qui va tout sacrifier, et c'est rien de le dire, pour leur ami Vulcain. Et ce qui est pour des Vulcains, le film va nous réjouir en nous révélant de nombreux aspects, et de leur religion, et de leur culture. Bien sûr, l'âge est encore un des thèmes du film, et l'amitié en est le centre vital, en confrontant l'équipage à une prise de conscience, certes
au niveau d'un Star Trek, mais quand même. Chaque personnage a sa scène, son moment de gloire. Nimoy veut que ses amis acteurs se sentent bien. De plus, Nimoy a l'intelligence de filmer des gros plans sur les yeux et la bouche, lors de la visite de Sarek par exemple, ce qui en intensifie la profondeur. L'emporte. Sur les désirs du petit nombre. Ou d'un seul. Le scénario, même si le titre en dit long, sera protégé précieusement, les Trekkies assaillent le tournage en quête de la moindre information. Des éléments dramatiques vont carrément choquer certains spectateurs avec la mort de David, le fils de Kirk, par les Klingons et surtout, bien sûr, la destruction du fameux vaisseau de la Fédération, l'Enterprise, très brutal pour les fans. Bref, l'on est comme avec le 2 sur du vrai Star Trek. Le premier avait laissé les fans un peu interloqués, alors qu'ici, même si l'on se rapproche d'un épisode au niveau scénaristique, un beau scope et des effets hallucinants, Harvey Bennett, le scénariste et producteur, voulait que les deux films soient indissociables et finira même en trilogie avec le 4. C'est donc le fameux 4A Vulcain qui sera suggéré par Nimoy qui va pouvoir aider au retour du personnage. Cela avait été utilisé dans l'épisode Le Mal du Pays de la série d'origine, l'épisode 1 de la saison 2, où Spock et Kirk devaient s'affronter sur un rituel vulcain violent. Le script sera commencé avec la résurrection de Spock et le fait qu'il se rappelle du prénom de Kirk, et l'histoire partira de là pour remonter à la fin du 2. Il sera finalisé en 6 semaines avec un premier titre, Retour vers Genesis, et un budget de 16 millions, un peu plus que le deuxième, mais comme les décors et costumes viennent de ce second opus, c'est ILM et ses effets qui vont bouffer le budget, et c'est tant mieux. Pour Leonard Nimoy, l'équipe responsable des effets spéciaux, ILM, fait partie de ces entreprises qui aiment le cinéma. Ils ont une imagination sans fin et qui sont stimulés comme jamais pour créer des images inédites en matière d'effets. Nimoy les contacte dès le storyboard, dessiné pour pouvoir leur laisser le temps de faire de travail de qualité, soit 128 plans. Ils vont utiliser le motion control qui filme les plans de maquettes contrôlés par un ordinateur. De plus, les décors sont hallucinants de beauté avec studio et matte paintings superbes. Genesis, bien sûr, l'oiseau de proie klingoné, toute une affaire de fantasmes jouissifs de science-fiction. Mais le secret le mieux gardé est la destruction de l'Enterprise qui brise le cœur de tous les fans de ce vaisseau sublime. Ken Ralston n'aime pas l'Enterprise, du coup, le faire exploser le ravit. Il y a eu plusieurs prises de plusieurs maquettes et de plusieurs parties et les explosions sont filmées de haut pour simuler le fait qu'il n'y ait pas de gravité dans l'espace. La partie de la coque du vaisseau que l'on voit rongée est en fait du polystyrène styrofoam et de l'acétone. Puis, pour le plateau, c'est un plat en plastique recouvert de talc qui explose. Fantasme de tous les maquettistes, l'oiseau de proie klingoné est donc le vaisseau superbe de nos antagonistes, ayant la particularité de se rendre invisible, ce qui au départ est une technique romulienne, qui étaient les premiers méchants choisis, que l'on avait vu dans l'épisode Le Traître, l'épisode 2 de la saison 3. De nombreuses maquettes furent créées avec le vaisseau marchand que les Klingons vont détruire. Il n'était qu'en partie construit vu qu'il explose plutôt rapidement.
L'USS Gristom, qui tourne autour de Genesis, est nommé en hommage à l'astronaute. Il sera montré plusieurs fois jusqu'à ce que, bien sûr, la maquette soit détruite par les Klingons et elle sera réutilisée dans Star Trek La Nouvelle Génération pour simuler de nombreux vaisseaux. L'Excelsior est dans le fer de lance de la Fédération Starfleet avec toute la modernité à bord en rapport au vieillissement de l'Enterprise qui de plus a pris cher dans le 2. L'Excelsior. Il est fin prêt pour les essais. Il est complètement bousillé de l'extérieur avec tous les impacts de laser, de canne. Il est d'inspiration japonaise et bien plus grande dans la vraie vie que l'Enterprise alors que sa maquette, elle, était plus petite de 30 cm. La maquette du dock spatial, superbe, comporte un nombre considérable de fenêtres éclairées pour lui donner une stature imposante. L'extérieur faisait 1,8 m et l'intérieur, avec les maquettes dedans par exemple qui sont incrustées, dans les 6 mètres. Le vaisseau préféré de presque tous les fans du film est bien sûr donc l'oiseau de proie Klingoné, accompagné de la musique aux percussions saisissantes de James Horner. Ce sont Nilo Rodis et Dave Carson qui vont en créer le design. Leonard Nimoy va guider les deux hommes. Il a deux postures, une pour le vol et les voyages, et l'autre pour l'attaque, et a donc la possibilité de disparaître visuellement. Pour les maquillages et bestioles, le chien de Crudge, surnommé Fifi Rebozo par l'équipe, est une marionnette. On ne peut pas se tromper. C'est Ken Ralston lui-même qui l'anime. Encore une fois, comme le 2, les décors sont interchangeables entre les vaisseaux pour faire des économies. Seules les lumières et dispositions des fauteuils changent. Des nouveaux communicateurs et phaseurs seront aussi créés et les costumes Klingons viennent du premier film, sauf celui de Crudge, créé sur mesure par Robert Fletcher, qui créera aussi la dague appelée Katag, ainsi que les protèges et les maquillages. La planète Genesis, créée en studio avec des matte painting, peinture sur verre pour les plus français d'entre nous, dans le studio 15 de la Paramount, qui fait 91 par 30 mètres. La scène de la traversée de la mer Rouge des 10 commandements avait été tournée au même endroit. Les peintures furent dessinées par Chris Evans, pas l'acteur, Frank Ordaz et Michel Pangrazio. Des parties de décors furent construites 5 mètres au-dessus du sol pour mieux simuler les effondrements. La scène de Genesis est la même que celle du second opus au niveau ordinateur. Le processus, dès sa mise en application, déclencherait instantanément l'effet de Genesis. Des miniatures et des maquettes de la planète furent aussi construites pour la destruction finale. Pour les séquences de téléportation et de vitesse lumière, Charlie Mullen s'en amuse en disant qu'aucun des films n'auront les mêmes finalement. Mon Dieu, McCoy. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que vous deviez faire, et que vous réussissez toujours. William Shatner et son ego bien connu eurent du mal à être dirigés par son collègue comédien au début. Leonard Nimoy, essaye de faire au mieux. Cela va aller en s'améliorant et Shatner va même perdre jusqu'à quelques kilos. Un feu va démarrer dans un des studios à côté de leur tournage et Shatner va s'emparer d'une lance à incendie pour aider à éteindre le feu. C'est quand même un acteur héros. Redonnez-moi l'Enterprise.
Avec l'aide de Scotty, je pourrais sûrement Non, arriver à... Tim, l'Enterprise supporterait mal une... L'amiral Kirk est donc à la retraite, l'Enterprise part à la casse, mais il va se rebeller contre ses supérieurs, voler son Enterprise, qui va sacrifier et se battre quand tout semble perdu contre des Klingons qui n'hésiteront pas à tuer son fils Marcus, qu'il avait rencontré dans l'opus précédent. Bon, c'est un vœu des scénaristes pour pouvoir casser ce qui avait été fait dans le 2 et ne pas utiliser la planète Genesis et tout ce qui s'y passe dans n'importe quel opus pour résoudre les problèmes. Alors parlons-en de cette scène, celle où le fils de Kirk meurt. Il faut en parler. Elle démontre avec force que la saga Star Trek, mis à part Leonard Nimoy, ne réside pas dans la qualité d'interprétation de ses acteurs. Surtout notre Shatner. Espèce de salaud, tu as tué mon fils. Même le pauvre Sadi Rebo a du mal à bien jouer la scène, tant l'acteur en fait des tonnes. Je te hais, monstre. J'ai encore 2 prisonniers, amiral. Heureusement que ce n'est pas comme cela tout le temps. Rappelez-vous. Lors de la scène du second volet où Spock pose la main sur la tête de McCoy en lui disant « Souvenez-vous », Nimoy ne comprenait pas cette scène. Le producteur Harvey Bennett lui avait répondu « On ne sait jamais ». Le plan sur le cercueil, bien sûr, en rajouta. S'ils avaient une idée, ces 2 plans pourraient expliquer son retour. Son corps se retrouvant sur Genesis, ses cellules vont se régénérer et il va donc renaître une seconde fois. Le personnage va passer d'un Vulcain de 9 ans, joué par le jeune Carl Steven, puis 13 ans, c'est Vadia Potenza, 17 ans par Stephen Manley. Oui, il est ici. Avec une autre personne, un Vulcain, un savant que vous avez bien connu. Et 25 ans par Joe W. Davis. J'ai toujours été, et ne cesserai jamais d'être, votre ami. Pour finir bien sûr sur Leonard Nimoy. Pendant le tournage, le nom de Nimoy n'apparaîtra même pas dans les listings de la production et toute mention de Spock était indiquée sous le nom Nakluve, c'est Vulcan à l'envers. Parlez-moi. Vous avez fourré tous vos trucs dans ma tête, vous ne vous rappelez pas. Le docteur McCoy va se retrouver donc avec l'esprit de Spock en lui, ce qui est ironique puisque les 2 personnages se querellent depuis tout le temps. Son rôle est différent et aussi le même, ce qui en fait un parfait élément de narration et de drôlerie. Le passage où il essaie la prise vulcaine sur un garde sans y arriver est savoureuse. Bien sûr, à ses côtés, on retrouve James Doohan en Scotty, George Takei en Monsieur Sulu, Walter Koenig en Chekhov et la regrettée Nichelle Nichols en Uhura. Parce que vous seriez trop content. Mock, Cho et Cho. Christopher Lloyd, notre Doc de retour vers le futur, entre autres, joue ici Kruge, un Klingon féroce, vicieux et méchant à la recherche de l'arme Genesis quand il s'aperçoit qu'elle a vu le film sur Genesis justement. Mage, t'as l'air beau. Ich lach, Joey. T'en Kapla, Joey. Bangweje. C'est Edward James Olmos qui était envisagé, mais Harvey Bennett lui préfère Christopher Lloyd, dont c'est l'un des premiers rôles où il est vraiment maquillé. Il est absolument infâme du début à la fin. Donnez-moi la main. Presque drôle dans sa méchanceté, et le combat final est vraiment impressionnant. Assez vu, adieu. Un vrai Klingon comme on les aime. Christopher Lloyd est vraiment un putain d'acteur. Donc, qui ça là? Robin Curtis va donc remplacer la regrettée Kirstie Alley, qui demande, elle, un trop gros salaire, plus gros même que les acteurs principaux de la série, ce que les producteurs, bien sûr, refusent. La ressemblance entre les 2 actrices fera que le spectateur s'y retrouve, et c'est Leonard Nimoy qui va engager l'actrice après l'avoir vue dans les studios. Mais que vous en a-t-il coûté? Votre astronef? Votre fils?
Mark Lenard revient aussi dans le rôle du père de Spock, un Sarek. Les ornements sur sa robe furent rajoutés afin de montrer que celui-ci possède un niveau de conscience très élevé. Son esprit qui repose en toi. Mais, McCoy, je t'en avertis solennellement. Dame Judith Anderson va jouer la grande prêtresse Stellar. On a pu la voir dans de nombreux films de grands réalisateurs comme Alfred Hitchcock, George Sidney, Otto Preminger, René Clair, Jean Renoir, Raoul Walsh, Cécile B2000 et tant d'autres. C'est elle qui va aider à ce que Spock et McCoy retrouvent leur propre conscience. Passerelle, ici le commandant. Il ne peut y avoir d'alerte jaune en spatiodoc. James Seeking est le capitaine Style assez imbu de lui-même et qui dirige l'Excelsior. Il a joué beaucoup de second et de tiers rôle. Il est souvent parfait comme dans Outland de Capricorn One, Le Seul Témoin et La Nuit des Juges de Peter Yams ou dans Le Capitaine Furio à la télévision. Exponentielle prête, commandant. Toute puissance disponible. Exécution. À noter à ses côtés un jeune Miguel Ferrer, le futur Bob Morton de Robocop et tant d'autres rôles. Il y joue ici un technicien de vol de l'Excelsior qui aura maille à partir avec le vol de ce dernier. Et à noter pour tous ces acteurs des versions françaises admirables qui resteront jusqu'au 6e épisode. Ne m'appelle plus Johnny. Programme destruction activé et en cours. Dès son main title, un trait cuivré qui nous renvoie progressivement à son thème de Star Trek 2, James Horner se lâche ici avec d'épiques morceaux d'une ampleur qui surpasse presque le 2e opus, ou en tout cas égalise les scores. Splendide et envoûtant, nous nous retrouvons ici avec des morceaux attendus et notamment son thème des Klingons, proche de celui de Jerry Goldsmith, par ses percussions et la progression du thème, et tellement personnel à la fois. Un bonheur, un régal, que dis-je, un moment d'écoute qui ne me lâche pas depuis. Stealing the Enterprise, un moment absolu dans le film où l'équipe vole l'Enterprise à Starfleet et s'échappe, vaut à lui seul le détour, encore une fois, par sa progression narrative et son final explosif. À la tête d'un orchestre de 102 musiciens, la musique donne de beaux moments de mélancolie et de scènes d'action ultra rythmées. Il va modifier légèrement le thème de Spock qu'il avait écrit pour le second opus et celui de Genesis pour mieux signifier les changements qu'ils subissent. C'est Leonard Rosenman qui fut envisagé, mais Harvey Bennett, toujours lui, reprend Horner pour assurer la continuité entre les épisodes. Bien lui en a pris. Rosenman composera la musique du prochain volet Retour sur Terre. Amiral, le commandant suprême de Starfleet en urgence. Le disque va sortir chez Capitol en vinyle avec un remix des plus fameux de 12 minutes intitulé The Search for Spock et interprété par le groupe 87, un groupe formé du compositeur Mark Isham et Terry Bozzio, le batteur du groupe Missing Persons. Puis une version Silva Screen en CD et un double CD chez Filmscore Monthly. Max! Johnny Two! Alors une petite aparté encore, on peut dire beaucoup de choses sur ce film, mais il est pour moi l'un de mes préférés. Pas pour son scénario digne d'un épisode de la série, mais pour l'attachement que l'on a sur des personnages que l'on adore, sur une histoire qui ne l'est pas moins. Leur aventure passe en un instant, le film est très rapide et ne dure en effet qu'1h45, et le jeu de Shatner n'est pas souvent au mieux, mais c'est un régal visuel, un vrai film de space opéra, sublimé par une musique aux petits oignons, bref un petit bonbon Star Trek. Le mélange studio, matte paintings et effets visuels est vraiment réussi et nous projette dans un film fantasme, un film visuellement gratifiant. Série découverte en France uniquement entre 82 et 83, il est dommage que du coup les films aient mis du temps à fonctionner en France, il faudra attendre ceux de J.J. Abrams.
Aux États-Unis, les techniciens n'avaient pas le droit de lire le script de ce qu'ils étaient en train de travailler. Un secret des mieux gardés, vu que la mort de Spock dans le second avait fuité. Le titre 3 en français était le nom du film pour ne pas exciter les fans, mais cela n'empêcha pas les gens d'être au courant de l'explosion de l'Enterprise qui avait fuité parce que Gene Roddenberry, créateur de la série, n'en aimait pas l'idée. Le film est effectivement réalisé de façon plutôt pépère, mais bordel de merde, le rythme et la beauté des plans font que j'en redemande encore. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce volet. Franchement, on va en débattre dans les commentaires. On ne pourra pas le faire avec la voix, c'est clair. Je vous remercie beaucoup. J'espère que le visionnage de cette vidéo n'aura pas été trop compliqué à cause de ce son dégueulasse. C'est pas mon micro, c'est bien ma voix qui est foutue. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et on se retrouve bientôt avec du très très lourd. Bye bye.